Récemment, un sondage a montré que Jordan Bardella pourrait devenir président de la République en 2027. Vous avez bien entendu, président de la République française. Pour certains, c'est une perspective terrifiante, pour d'autres, c'est une curiosité, voire une lueur d'espoir. Mais peu importe votre position sur l'échiquier politique, une chose est certaine. Ce qui semblait impensable il y a 20 ans est aujourd'hui devenu une possibilité très concrète. Comment un parti fondé par d'anciens collaborateurs et un tortionnaire de la guerre d'Algérie est passé de statut de paria politique à celui de force incontournable, capable de remporter les élections présidentielles? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à la partager si elle te plaît et te parle. Jean-Marie Le Pen, né le 20 juin 1928 et décédé le 7 janvier 2025, était un homme politique. Je pense que cette information n'échappe à personne. Avant de s'engager en politique, il a, comme beaucoup d'hommes de son époque, été déployé dans les forces armées pour la guerre d'indépendance algérienne. La particularité avec Le Pen, c'est qu'il est aussi connu pour avoir fait partie des tortionnaires en Algérie. Un tortionnaire, c'est tout simplement quelqu'un qui fait subir des tortures. Durant la révolution algérienne qui s'est tenue entre 1954 et 1962, les civils algériens ont subi des violences, des tortures, et cela venant d'une partie des forces de l'ordre françaises. L'autre information qui n'a pas dû vous échapper si vous avez fait un peu de recherche sur le parti du Rassemblement National, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était pas le seul fondateur de ce parti anciennement appelé Front National, mais qu'il en était la figure principale. C'est avec la collaboration de Pierre Bousquet et de Léon Gautier avec un L sinon c'est pas la même personne, que ce parti politique a été fondé. Qui sont ces charmants personnages? Bien, Pierre Bousquet ainsi que Léon Gautier étaient des collaborationnistes, des sympathisants et pour boucler le tout, des anciens soldats de la Waffen-SS. Bousquet faisait plus précisément partie de la division SS Charlemagne, qui, notons-le, était composée en grande partie de Français engagés volontairement, afin de combattre sous l'uniforme allemand du Troisième Reich. Ça donne une petite idée des personnages à l'origine du parti. Et si on voulait faire un raccourci factuel, on dirait que le Front National a été fondé par des criminels, des antisémites et des racistes. On a souvent l'impression que Jean-Marie Le Pen est le seul derrière ce parti qui a d'ailleurs été fondé en 1972, mais la réalité c'est qu'il a été volontairement mis en avant auprès des médias, car à son époque, il représentait une image lisse de ce qu'était l'extrême droite. Concrètement, il ne se traînait pas derrière lui l'étiquette de collabo, ce qui aide fortement dans une société fraîchement marquée par l'épisode tragique de la Shoah. Donc Jean-Marie Le Pen devient le visage de l'extrême droite française, cela en s'érigeant comme une figure très médiatique, et c'est ainsi qu'il va bâtir son image très contestataire. Une chose qu'on peut lui donner, c'est que c'était un maître dans l'art de la provocation. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Exister médiatiquement est l'une des premières stratégies adoptées par le FN, car il ne suffit pas d'être présent, mais il faut élargir son électorat. Et au travers des médias, 3 stratégies claires vont se dessiner. Des thèmes populistes vont être abordés, des discours anti-élites vont être mis en avant, et enfin, le FN va essayer de se donner une image alternative. Concernant les thèmes populistes, le FN va exploiter les préoccupations populaires comme l'immigration, l'insécurité et l'identité. Le tout dans un contexte où la France était en crise. À la fin des années 70, la France connaît des chocs pétroliers qui vont la plonger dans une crise économique et dans un chômage de masse. Le FN, dans son discours, va relier le chômage et la crise économique à l'immigration. Un classique de l'extrême droite finalement, pour ne pas dire du fascisme. Toujours simplifier les situations compliquées et trouver un bouc émissaire. Mais c'est justement lorsque le discours est simple qu'il est entendable et donc apprécié. La preuve en est que dès 1984, durant les élections européennes, le FN va obtenir 10,85% des voix. Concernant le discours anti-élite, dans les années 80 et 90, le discours est dirigé contre les élites parisiennes. Le FN va dénoncer un pouvoir trop concentré à Paris, un pouvoir qui est selon le parti incarné par des élites politiques, administratives et médiatiques coupées du vrai peuple. Le Pen va souvent parler de la France d'en haut et la France d'en bas. Cette rhétorique vise à séduire les classes populaires ainsi que les territoires périphériques en jouant sur un sentiment d'abandon ainsi qu'un déclassement économique et social. Et c'est par ce même discours anti-élite que le FN va vouloir se créer cette image alternative. Une image alternative au sens où ils ne sont pas un parti comme les autres qui vont représenter une élite déjà très présente dans le monde politique français, mais un parti proche des vrais Français
français, un parti qui représente la France des gens honnêtes. Et cela va être le cas parce que le FN va vite comprendre que sa survie passe par une présence locale durable. Le parti commence à investir les élections municipales et régionales pour obtenir des élus et renforcer son image de parti de proximité. En 95 par exemple, le FN va investir pour la première fois des grandes mairies, telles que Toulon par exemple, et ces petites victoires locales vont marquer une étape cruciale. Ces stratégies mises en place ont su séduire des Français, mais dans une mesure minime. De fait, bien que le FN soit très présent dans le paysage médiatique français, les acteurs de ce parti sont perçus comme trop radicaux. Aux élections législatives de 1974 par exemple, le Front National va remporter seulement 0,29% des voix. Toutefois, ces maigres résultats ne vont pas perdurer. Le 21 avril 2002, la France connaît un véritable séisme politique. Contre toute attente, Jean-Marie Le Pen, chef et fondateur du Front National, parvient à se qualifier au second tour des élections présidentielles, face au président sortant, Jacques Chirac. Cet événement marque un tournant historique dans la vie politique française. Le contexte est alors celui d'une forte défiance envers les classes politiques. Les scandales de corruption, la montée du chômage et un sentiment d'insécurité croissant nourrissent un rejet global des partis dits traditionnels. Le Parti socialiste et la droite classique apparaissent déconnectés des préoccupations réelles du peuple. Beaucoup d'électeurs vont s'abstenir et cette abstention massive va ouvrir la voie à la percée du Front National. Lorsque le verdict tombe, les Français sont dans l'effroi. Jean-Marie Le Pen au second tour. La réaction est immédiate. Une mobilisation républicaine sans précédent s'organise pour faire barrage à l'extrême droite. Des millions de Français descendent dans la rue pour montrer leur mécontentement et aussi leur peur de voir un parti aussi radical venir au pouvoir. Et Chirac l'emportera largement au second tour avec un total de 82% des voix. Ce record de voix pour des élections présidentielles n'est pas très représentatif de la volonté des Français, car ces derniers ont plus voté contre Le Pen que pour Chirac. Même si Le Pen est battu, son pari à lui est réussi. Il a forcé les portes du système politique. En atteignant le second tour, il a intégré le FN dans la sphère des partis politiques maintenant pris au sérieux. Parti capable de peser dans les grands scrutins nationaux. Près d'une décennie plus tard, en 2011, Marine Le Pen succède à son père à la tête du parti du Front National. Cette succession marque le début d'une nouvelle ère au sein du parti. Consciente que le nom de son père évoque l'extrême droite dure, l'antisémitisme et la provocation, Marine Le Pen entreprend une stratégie de dédiabolisation. Son objectif est de rendre le parti plus fréquentable, mais toutefois sans rogner son socle idéologique. Elle adoucit la forme du discours sans vraiment en changer le fond. Marine Le Pen va mettre de côté l'antisémitisme et les débordements verbaux de son père, allant jusqu'à le sanctionner publiquement lorsque ce dernier tient des propos jugés inacceptables. Cette rupture symbolique lui permet d'acquérir de nouveaux électeurs, moins portés par l'idéologie de base, mais davantage préoccupés par des questions d'immigration, de sécurité et de pouvoir d'achat. Sous sa direction, le FN, qui va d'ailleurs être rebaptisé RN pour Rassemblement National, commence à se transformer en un parti comme les autres, sans toutefois toucher à ses fondamentaux. Le nationalisme et la préférence nationale sont toujours au centre du parti. Avant 2017, le Rassemblement National connaît une montée en puissance constante. Dans les élections locales, régionales, européennes, il gagne du terrain. Le parti s'implante durablement dans certains territoires, notamment dans les anciennes régions industrielles en crise, où le chômage de masse alimente un profond sentiment d'abandon. Le RN devient alors le porte-voix d'une partie des classes populaires et moyennes fragilisées, séduit par un discours qui promet de rendre la France aux Français. Ces électeurs, souvent déçus de la gauche qui n'a pas su les protéger, notamment de la mondialisation, et par la droite jugée complice du système, trouvent dans le RN une offre politique simple et directe. Le parti est devenu une alternative crédible pour une part croissante de la population. Avant d'attaquer le dernier chapitre de cette vidéo qui va expliquer selon moi pourquoi le RN pourrait parvenir au pouvoir en 2027, on va ensemble voir les réponses que vous m'avez vous-même données au sondage que j'ai fait il y a longtemps maintenant sur Instagram. Je vous ai dans un premier temps demandé quels étaient les premiers mots qui vous venaient à l'esprit lorsqu'on parle du Rassemblement National. On m'a répondu populisme, racisme, danger pour la démocratie, ex-antisémite,
Jean-Marie Le Pen, chaos et basculement, extrémiste. Le mot raciste est encore revenu accompagné de des loulous. Une nouvelle fois, le racisme est cité ainsi que la haine et le nationalisme. Et pour pas trop me répéter, parce que bon, beaucoup ont cité le mot raciste, je vais terminer par un mot qui est le même qui me vient à l'esprit lorsque je pense à RN. C'est criminel. Dans un second temps, je vous ai demandé si le RN remporte les élections présidentielles de 2027, votre réaction face à ça serait d'être 78% d'entre vous m'ont répondu très inquiet, la France est en danger. Je suis d'accord avec cette réponse déjà vu tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, vu qui a fondé les partis, vu les socles qui sont ceux de ce parti, c'est-à-dire le racisme, le rejet de l'autre et cette fascination pour le pouvoir qui contourne les institutions démocratiques. Au vu de tout ça, oui, je serais moi aussi très inquiète et je considérerais la France comme en danger. Ensuite, 10% d'entre vous m'ont répondu qu'ils seraient indifférents et que ça ne changerait rien. Et honnêtement, je comprends cette réponse aussi, bien que je ne sois pas d'accord, je comprends, parce que souvent, les hommes politiques, peu importe le parti, lorsqu'ils viennent au pouvoir, toutes les promesses qu'ils ont faites ne sont pas toujours tenues et on se rend compte que bon, qu'on passe d'un président dit de gauche ou un président dit de droite, il n'y a pas grand chose qui change. Et quand bien même les choses changeraient, elles ne changent pas en notre avantage, mais à ceux qui sont déjà confortables au sein de cette société française. Enfin, 12% d'entre vous, et je vous promets que ça m'étonne, ont répondu qu'ils seraient optimistes et que on ne devait pas les juger avant de les voir au pouvoir. Je vois pourquoi certaines personnes disent ça, mais je trouve cette opinion assez dangereuse. Et en fait, pas dangereuse dans le sens où vous qui avez répondu ça, vous êtes dangereux, mais dangereuse dans le sens où on se rend compte, enfin je me rends compte par cela, que les stratégies mises en place par Marine Le Pen de dédiabolisation ont très bien fonctionné. Dans le sens où, 20 ans en arrière, lorsque j'ai mentionné les élections de 2002, si je ne me trompe pas, la première réaction des Français face à juste rien qu'au fait que Jean-Marie Le Pen soit passé au second tour, c'était d'être offusqués et d'être terrifiés à l'idée que leur président serait d'extrême droite. Parce qu'ils étaient conscients justement des idées profondes qu'avait cet homme et son parti, le parti qu'il dirigeait. Donc il y a maintenant plus de 20 ans, lorsque les Français ont vu que il y avait l'extrême droite au second tour, ils étaient tout sauf optimistes. Mais le fait qu'aujourd'hui ce soit déjà banal de voir une Marine Le Pen passer le second tour de manière easy, et parce qu'on s'est habitué à son discours, on arrive à être limite optimiste et à espérer voir ce qu'elle vaudra au pouvoir, sachant qu'en vrai c'est seulement la forme du parti qui a changé, mais pas le fond en soi. À partir de 2017, le paysage politique français connaît une recomposition majeure. Les deux grands partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains, s'effondrent, incapables de se renouveler. L'émergence d'Emmanuel Macron et de son mouvement En Marche va bouleverser la scène politique française par le simple fait qu'il va ni se présenter comme un candidat de gauche ou de droite, mais comme un candidat centriste, donc bouleversant l'équilibre qui était présent depuis longtemps. Et au milieu de tout ça, le Rassemblement national va tirer profit de cette forme de désorientation idéologique. Le parti va désormais attirer un électorat beaucoup plus large. Plusieurs autres facteurs politiques et sociaux vont expliquer aussi l'émergence et l'ascension du Rassemblement national. Il y a d'abord une crise de confiance envers les gouvernements successifs, des promesses non tenues, des scandales et un sentiment d'impuissance face aux grandes crises économiques. Ainsi, le RN parvient à réimposer ses thèmes dans le débat public, l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat. Ces trois points reviennent des priorités nationales reprises même par d'autres partis. Tant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. On parlera de submersion migratoire, un terme historiquement utilisé par le RN. Cela montre un changement de dynamique dans la politique française et une prise de conscience par d'autres partis que c'est le mot fort qui reste dans la tête des gens et qui attire du coup l'attention. Et ce changement de dynamique, donc ce revirement vers des discours beaucoup plus clivants, même venant de partis qui ne le sont pas de base, montre en quelque sorte un aveu de faiblesse de la part de la classe politique classique, car pour exister et pour plaire à un plus large électorat, ils utilisent les mêmes stratégies pour lesquelles le RN était pointé du doigt il y a quelques années. Et à mon avis, les forces politiques françaises actuelles
ont favorisé la percée du Rassemblement national. Cela est d'autant plus éloquent lorsqu'on se rend compte que presque tous les hommes politiques utilisent la langue de bois, c'est-à-dire qu'ils parlent pour ne rien dire, et que donc à côté de partis comme le RN qui ont des idées très claires et qui parlent de manière franche, passent pour des gens qui ont limite parole d'évangile. Parallèlement à ça, l'effondrement des oppositions structurées avec des divisions internes que ce soit dans la gauche ou dans la droite, laisse le champ libre au RN afin de s'imposer comme seule alternative cohérente. Et il y a un verset qui me vient constamment en tête lorsqu'il s'agit de parler des familles politiques françaises. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Les divisions internes au sein des coalitions qui faisaient plus facilement rempart face à l'extrême droite laissent le chemin libre au RN afin qu'il se hisse tout simplement au pouvoir. En se divisant sur certaines positions, les voix vont s'éparpiller derrière des candidats multiples, alors que à côté, celles du RN se rassemblent derrière un seul et même candidat. Et cela a pour effet de renvoyer une image d'un parti vraiment plus fort, plus uni et qui a une place beaucoup plus importante dans le paysage politique. Enfin, les médias et les réseaux sociaux jouent aussi un rôle clé dans l'ascension au pouvoir du RN. Ils contribuent à la diffusion massive des idées de ce parti et offrent une visibilité permanente à ses dirigeants. Le RN occupe une place non négligeable grâce aux milliardaires propriétaires de chaînes de télévision ou de médias en général. C'est drôle de se dire qu'un parti qui à la base dénonçait l'élite parisienne et ceux qui concentrer les pouvoirs, se voir créer une place importante au sein de l'opinion publique grâce à ces mêmes personnes qui ont le pouvoir et qui les concentrent. La concentration du pouvoir médiatique dans la poignée de main d'une élite permet la véhiculation des idées extrémistes. Et à force d'être assommé d'informations, d'idéologies, on a été habitué à des discours violents, racistes, des discours tout simplement choquants. À présent, je vais vous expliquer pourquoi les 78% des personnes qui ont voté qu'elles seraient très inquiètes si jamais le RN parvenait au pouvoir avaient peut-être raison. Oui, entre-temps, j'ai changé de coupe. La montée du RN, de mon point de vue, n'est pas sans danger. On observe une multiplication d'actes violents et d'attaques à caractère fasciste, comme par exemple l'agression d'une organisation d'aide aux migrants marqué par un slogan glaçant, Paris est nazi. Cet événement traduit une libération inquiétante des comportements haineux, encouragés par un climat politique assez tendu. Par ailleurs, certains signaux montrent une volonté d'institutionnaliser une forme de ségrégation, notamment au travers de discours et de propositions visant à imposer un SMIC migrant, par exemple, c'est-à-dire un salaire inférieur pour les travailleurs étrangers. Travailleurs étrangers qui, je le rappelle, contribuent à l'effort national et donc à la richesse de la France. Cette mesure ouvrirait la porte à une discrimination légale. Enfin, les institutions démocratiques semblent elles-mêmes fragilisées. Je pense notamment aux attaques répétées à l'encontre de la justice qui participent à délégitimer un des contre-pouvoirs essentiels pour garantir l'état de droit. Les affaires judiciaires impliquant le Rassemblement national, notamment l'affaire des assistants parlementaires européens ou encore même le procès touchant Nicolas Sarkozy, sont parfois instrumentalisés afin de justifier une rupture avec l'état de droit. Je vais finir mon point en rappelant que certains représentants du Rassemblement national ont ouvertement parlé du fait qu'ils ne faisaient pas cas du Conseil d'État et qu'ils étaient prêts à détruire cette institution afin de faire passer leurs lois. Si demain, nous voulons nous affranchir, par exemple, de certains traités, et il n'y a pas que les traités de l'Union européenne, mais d'autres, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Derrière la façade d'un parti normalisé se dessine un projet politique susceptible d'éroder ou de détruire peu à peu en profondeur les principes mêmes de la démocratie française. Le RN, c'est un demi-siècle de stratégie, de dédiabolisation et surtout d'exploitation des crises multiples qui ont touché la France. Aujourd'hui, ce n'est plus un parti marginal, il est banalisé. Et c'est peut-être ça, à mon avis, le plus inquiétant. Parce que derrière la façade lisse, les fondements idéologiques n'ont pas réellement changé. Dites-moi de votre côté comment vous vous sentez face à cette montée en puissance. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Muchos besos.